Bonsoir à tous. Je remercie Neocare de m'avoir invité à vous parler de phytoaromathérapie aujourd'hui. Moi, je suis vétérinaire, je suis praticienne. J'avais le plaisir de venir à Toulouse il y a quelques semaines pour présenter ce que je faisais aux étudiants. Et me voilà ici ce soir à présenter à nouveau ce que je fais à des éleveurs et des vétérinaires. Moi, je travaille du côté d'Angers. Et à côté d'Angers, il y a Chemillé, qui est le berceau d'une partie des producteurs et des cultivateurs de plantes médicinales, notamment sur la camomille. Et moi, je suis tombée dans la soupe, entre guillemets, des plantes médicinales il y a une dizaine d'années, en essayant de garder un peu mon côté vétérinaire pour effectivement avoir une approche quand même un petit peu scientifique par rapport à tout ça qui nous a été très bien expliqué à l'instant. Donc je vais revenir un tout petit peu sur la notion de médicament parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Donc effectivement, on vous a expliqué que le médicament, il y avait ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, ça peut coûter des millions d'euros. Et donc ça permet de valider la qualité du médicament, son efficacité et évidemment, c'est surtout sa sécurité d'emploi. Et c'est là qu'en phytothérapie, il faut quand même se poser un petit peu de questions. Okay ? Donc en fait, quand on connaît tout ça sur le médicament, moyennant évidemment des investissements des laboratoires, beaucoup d'études, d'abord dans des conditions de laboratoire, ensuite sur des animaux de laboratoire, et ensuite sur l'humain ou sur les animaux, on connaît la dose efficace, on connaît le devenir dans l'organisme, c'est ça. C'est là que le vétérinaire il va un peu tiquer, il va dire mais attends, ta phyto, comment ça fonctionne? Et surtout, on va connaître tous les effets indésirables et la toxicité. Et même pour certains médicaments, vous en avez entendu parler, les effets indésirables, on finit par les découvrir une fois que le médicament est sur le marché. Et parfois, ils sont retirés du marché. On a eu des exemples récemment. Donc effectivement, la chimie telle qu'on la connaît avec une molécule ou 2 ou 3 molécules au maximum, on la maîtrise bien. On a une bonne efficacité, mais effectivement, forcément, l'interprétation que j'en fais maintenant en pratiquant beaucoup la phytothérapie, c'est qu'on a une molécule qui va avoir une forte action, très ciblée, mais elle va aussi effectivement avoir des effets secondaires. Alors, ceux qui font des plantes médicinales se disent je vais avoir moins d'effets secondaires, peut-être, on ne sait pas encore tout ça. Mais effectivement, la difficulté, c'est comme on vous l'a expliqué, il y a très peu de médicaments en tant que tels qui contiennent des plantes médicinales. Et c'est surtout en vente libre ou des compléments alimentaires. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces compléments alimentaires, il y en a de toutes sortes. Et souvent, parfois, c'est plein de mélanges de plantes médicinales. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Par contre, au niveau de la qualité, et c'est là que ça pêche vraiment, et on commence à avoir des études scientifiques qui sortent sur ce sujet-là, c'est en fait, on ne sait pas toujours tracer la qualité de ces produits-là. Et comme c'est super à la mode, et parfois, c'est remplacé par d'autres produits que des plantes médicinales. Ensuite, l'efficacité. Là, effectivement, le monde vétérinaire, il bloque un peu parce que il peut pas faire les études qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ils se disent, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Donc, il faut avancer sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de vétérinaires qui s'interrogent et qui pratiquent ces médecines-là et qui vont récolter, on va dire, des données empiriques avec leur capacité d'analyse, des signes cliniques, des prélèvements sanguins, des choses comme ça. Par contre, la sécurité d'emploi, là, ça pêche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait plein de molécules dans les plantes. Et on ne sait pas ce qu'elles deviennent, on ne sait pas où elles vont. Et peut-être qu'il y en a qui sont toxiques, et peut-être qu'il y en a qui sont cancérigènes. Et surtout, et vous êtes moins concernés, mais tous les éleveurs qui sont dans les poules ou dans les chèvres ou dans les vaches, le problème, c'est quand on utilise des plantes médicinales, en l'état actuel de la législation, et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, on ne sait pas tous ces produits ce qu'ils deviennent. Et avant tout, c'est la protection de la santé publique et du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le lait d'une vache à qui on a donné des huiles essentielles? Qu'est-ce qu'il y a dans les œufs d'une poule à qui on a donné des huiles essentielles? Qu'est-ce qu'il y a dans la viande? Ça, on ne sait pas encore. Et je peux vous dire, parce que je suis très impliquée dans le milieu, je vais à beaucoup de réunions, on essaie de trouver des solutions, mais la législation, elle est née avec les laboratoires pharmaceutiques qui ont investi dans des façons de faire, et pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses. Donc, en gros... Et puis surtout, il faut savoir, notamment et surtout chez le chat et le chien, pour le coup, les doses efficaces, comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les connaît? Donc on a parlé des études, les gens qui vont sur le terrain, les ethnopharmacologues qui vont voir ce qui se pratique dans certaines ethnies pour voir quelle dose ils utilisent sur des animaux. Mais le chien et le chat, pour l'instant, c'est totalement empirique. On part de ce qui est utilisé chez l'humain, puis on fait des petites règles de 3, on donne une petite quantité, une plus grosse quantité, mais on n'a aucune donnée scientifique sur le sujet. Le devenir dans l'organisme, n'en parlons pas. On ne sait même pas
on a dit qu'il y a plein de molécules. Elles vont où? Elles vont dans le foie, elles vont dans le sang, elles vont dans l'estomac, elles y restent, elles en sortent. On ne sait pas. Et alors, évidemment, la toxicité. Alors, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas toxique. Hein. On a parlé du cannabis tout à l'heure. Moi, j'ai mon chien qui a mangé un petit peu de cannabis comme ça en promenade. Elle a failli mourir. Hein. Et on m'a demandé c'est quoi la dose ingérée. Alors, je sais pas parce qu'elle a ingéré ça en promenade et je sais pas quelle dose elle a ingérée. Mais c'est loin d'être anodin. La phyto, elle n'est pas dénuée de toxicité. Donc, on revient un tout petit peu. Hein. On se recoupe un petit peu, mais c'est pour illustrer un petit peu. On peut utiliser des plantes séchées. C'est la majorité des produits qui vont être en vente et qui vont être commercialisés. C'est des poudres de plantes séchées. On peut les trouver en vrac. Alors, chez les vaches et les chevaux, on en donne, mais chez les petits animaux, c'est plus difficile. Je suis pas sûre qu'un chat, si vous lui mélangez du tilleul à sa pâtée, il va beaucoup en manger. Par contre, on peut faire des tisanes. Moi, j'ai des clients super motivés qui font des tisanes, qui récoltent des plantes fraîches de qualité, qui vont faire des tisanes. Mais il faut voir que dans la tisane, on va récolter que les produits qui vont être solubles dans l'eau, tout simplement. Hein. Donc, on n'aura pas toute la plante dedans. Donc, effectivement, on a des laboratoires qui vont dire « Ah, c'est mieux si on prend la plante dans son fraîche, déjà, et dans son entièreté. » Et donc, ils vont faire, dont on en a parlé tout à l'heure, des extraits fluides, les huiles essentielles qui vont être distillées, ou des teintures mères qui, elles, vont être très concentrées en alcool. C'est-à-dire, en mettant de l'alcool plus de l'eau, on va récolter plus de produits. Mais les teintures mères, elles sont entre 30 et 70% d'alcool. Donc, donner de la teinture mère à des chats, des chiens, honnêtement, on ne connaît pas la quantité d'alcool qu'on va leur donner tous les jours et est-ce que ça va avoir des conséquences hépatiques. Pour l'instant, j'ai vu aucune étude qui parle de ça. Alors, c'est sûr que c'était un peu challenge de parler de la phytothérapie de 10 ans de pratique en 20 minutes. Mais effectivement, pourquoi j'utilise beaucoup la phytothérapie? Il faut savoir que moi, je travaille aussi en acupuncture et en ostéopathie. Donc, j'utilise beaucoup la phyto pour les problèmes locomoteurs, les problèmes de peau, et éventuellement aussi beaucoup les problèmes respiratoires. Okay. Donc, je vais faire une petite synthèse pour donner mon approche, en tout cas, qui se veut à la fois pratique, mais avec du scientifique dedans, parce que je me pose quand même des questions. Donc, sur l'appareil locomoteur, eh bien, en fait, si je regarde, il y a plein de produits sur le marché. Plein de produits qui sont en vente sur Internet. Et alors, moi, ça m'a titillé. Je me dis, mais comment je m'y retrouve avec tous ces produits? Qu'est-ce que je conseille à mes clients? Alors, je suis très humble. Je me dis, voilà, si une personne, un éleveur ou un propriétaire d'animal me dit, j'utilise ça, j'en suis très content, tant mieux. Hein. Après, moi, je vais quand même aller regarder si le laboratoire, il a des façons de contrôler la provenance de ces plantes. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, en fonction de là où les plantes sont produites, elles n'ont pas forcément la même composition. Donc, oula, ça diffuse très vite. Donc, je me suis posé la question. Et ça s'arrête? Non, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc, c'était pour montrer que je ne suis pas la seule à me poser des questions parce qu'aux États-Unis, ils ont analysé, il y a quelque temps, 44 produits à base de plantes qui étaient présents sur le marché en vente libre. Sur ces produits, il y en avait un peu moins de 50% qui étaient vraiment les produits qui étaient inscrits sur l'étiquette. Il y en avait, ils n'étaient pas vraiment inscrits sur l'étiquette. Il y avait des produits de substitution, il y avait des contaminants, il y avait des trucs pour remplir. Et il y avait même des produits, on ne savait même pas ce que c'était. Et là, on testait l'ADN. C'est vraiment des tests hyper poussés. Donc, c'est pour dire que ce que vous achetez sur Internet ou ce que vous achetez en Biocop, si vous avez confiance en laboratoire, si vous connaissez les gens qui fabriquent, si vous êtes renseigné un petit peu, pourquoi pas. Mais sinon, le risque, c'est qu'effectivement, vous vous retrouviez... Hop, ça repart. Super. Il y avait 10% des produits, c'était que de la farine et de la poudre de riz. Alors ça, moi, j'aime pas parce que y a les détracteurs de la phyto qui disent de toute façon la phyto ça marche pas. Mais si on achète un produit où c'est de la farine, de la poudre de riz, non, ça marche pas. Hein. Donc c'est vraiment et honnêtement là, effectivement, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de laboratoires. Mais enfin maintenant, aux États-Unis, il y a plus de 1000 laboratoires qui commercialisent des produits en phytothérapie. Donc voilà, comment faire le tri? C'est pas facile. C'est pas facile. Attention, ça va défiler super vite. Ouais. Hop, je reviens en arrière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je travaille aussi dans les chevaux. Donc, on a fait faire une thèse en 2014 et on a essayé de répertorier toutes les plantes qu'on retrouvait majoritairement, en tout cas chez le cheval, pour traiter les problèmes de l'appareil locomoteur. Et on a trouvé plus de 48 espèces de plantes différentes. C'est pour vous dire que tous les mélanges sont possibles. Bon, c'est pénible. Et donc, effectivement, on a listé toutes ces plantes et on a trouvé notamment essentiellement de l'arpagophytum. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent l'arpagophytum ? Qui connaissent, ok. Effectivement, c'est une plante qui est très utilisée pour les problèmes locomoteurs chez toutes les espèces animales.
Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'en fait, on cherche des données scientifiques, c'est qu'il y a quand même des données scientifiques qui ont été publiées chez l'homme. D'accord? Donc, le vétérinaire qui va être à la recherche de données, il va trouver ça, il va aller chercher des publications scientifiques sur ces plantes. Et ces plantes-là, en fait, eh ben, il y a des médecins qui se sont posés la même question que moi et qui ont publié des études. Donc là, vous voyez, il y a l'arpagophytum, le cassis, la prêle, la reine des prés, la boswellie, le mélilo, le saule, enfin plein de plantes. Mais il y en a d'autres aussi, multiples. Alors on peut imaginer qu'il y a plein de mélanges. Donc on est bien d'accord que parfois on va donner une plante, elle va avoir un effet. On met 2 plantes, il y aura peut-être plusieurs effets parce qu'il y a plein de molécules. On en met 3, ben, encore plus d'effets. Est-ce qu'ils s'antagonisent? Est-ce qu'ils vont dans le même sens? Est-ce qu'ils s'opposent? On ne sait pas tout ça. Donc on est encore au tout début de ces découvertes-là. Donc effectivement, si je repars sur l'arpagophytum, donc voilà, c'est pour donner un petit exemple, mais c'est pour dire, oula, c'est super, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pour dire que c'est surtout connu comme anti-inflammatoire et antidouleur. Et que pour l'instant, on a une instance au niveau européen qui s'appelle l'Agence européenne du médicament, qui dit que pour l'instant, c'est surtout sur la base de l'ancienneté de son utilisation qu'on utilise l'arpagophytum. Et qu'on peut soulager des douleurs articulaires mineures ou éventuellement même des troubles digestifs. Donc là, je vais introduire avec l'arpagophytum parce qu'il y a eu des études qui montrent que on a testé, par exemple, alors c'est souvent chez les plantes, la première étape, ça va être sur les animaux de laboratoire, des souris ou des rats. Alors comment on fait justement? C'est assez intéressant de se poser la question. Comment on fait pour savoir si l'arpagophytum, ça aide pour gérer la douleur? Eh bien, c'est assez horrible. On injecte un produit irritant dans la patte du pauvre petit rat. Oui, c'est sa patte normale. Et ça, c'est sa patte qui est toute gonflée. Et on va essayer de voir si effectivement, il y a un effet anti-inflammatoire. Et c'est là qu'on parle du totem de la plante. C'est-à-dire que si on donne l'arpagophytum, alors en l'occurrence, c'est un procubins. Il y a plein de types d'arpagophytum pour qu'il soit efficace. Il faut qu'il y ait une substance dedans qui s'appelle l'arpagoside. C'est en général de l'arpagophytum procubins. Et il faut que ce soit avec un traceur à l'intérieur pour qu'on soit sûr de l'efficacité. Et donc, pour savoir si effectivement, c'était bien la totalité de la plante qui était efficace, on a donné à ces petits rats de l'arpagophytum entier. Et on a aussi donné l'arpagoside seul, qui était une des substances qui est contenue dans la plante. Et on n'avait pas les mêmes effets. OK ? Donc ça montre bien qu'effectivement, et là ça interpelle beaucoup tous les scientifiques qui sont formés depuis les années, on va dire 50-60, on leur a dit une molécule, un effet, on comprend bien. Quand il y a plein de molécules, on est un petit peu démunis, on ne sait pas exactement comment expliquer comment ça marche. Donc par exemple, sur l'arpagophytum, il y a eu un consensus en médecine humaine. Ils se sont posé la question, ils ont regardé beaucoup d'études, ils ont essayé sur des douleurs du genou, sur des douleurs lombaires, pour voir quelle était la dose efficace. Et ils sont passés à 4 à 5 grammes par jour d'arpagophytum pour que ce soit efficace en traitement d'attaque. Et c'est uniquement quand on commence à avoir un peu d'effet qu'on va baisser la dose. On fait souvent ça en phytothérapie, on dose une dose d'attaque au départ, et ensuite on va baisser la dose. Alors ça, c'est un truc qui, moi, me sert bien, et je vais vous expliquer pourquoi après. On retient qu'en médecine humaine, on va dire 3-4 grammes, ça dépend un peu du poids, entre une femme de 50 kg et un homme qui en fait 100 ou 120, c'est pas forcément la même dose. Mais il y a un effet dose, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, on a un bon niveau de preuve sur les douleurs lombaires, les arthroses de hanches, les arthroses de genoux. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, il faut quand même se dire qu'en médecine vétérinaire, c'est de l'extrapolation. On n'a pas vraiment d'études. J'en ai pas trouvé chez le chien, des études scientifiques publiées. J'en ai trouvé une chez le cheval qui date d'un certain temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au final, ce qui est fait en pratique par la plupart des gens qui utilisent l'arpagophytum, c'est qu'on dit, OK, on donne 4 grammes à un humain de 60 à 80 kg. En gros, pour un chien de 10 kg, on va donner 0,5 à 0,6 grammes. OK? Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que souvent, quand vous allez dans les Biocop ou partout, vous avez de l'arpagophytum. Donc je répète, si on est un peu puriste, mais il faut l'être, si on veut une efficacité, il faut qu'il soit du procubins et idéalement qu'il soit dosé à 1,2% d'arpagoside. Vous voyez que ce n'est pas juste de l'arpagophytum comme ça. Donc déjà, moi, les laboratoires qui viennent me voir, si je n'ai pas le nom de l'arpagophytum qu'ils utilisent, je dis, je suis désolée, je ne sais pas lequel c'est. Et en plus, est-ce que vous respectez la législation qui vous demande 1,2% d'arpagoside? Ça, c'est la première étape. Ensuite, effectivement, ça veut dire que les laboratoires qui commercialisent des gélules à 300 mg, il y en a qui font à 500, il y en a qui font à 1 gramme. Et en théorie, pour avoir la dose d'attaque, il faudrait prendre 10 gélules par jour quand on est un humain. D'accord? Donc ça fait déjà beaucoup. Les gens ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est nous, ça nous arrange. Parce que dans ce cas-là, pour un chien, on serait à une gélule. Okay, donc ça, vous pouvez regarder, c'est une petite règle toute bête. Ça, on est dans une dose efficace. Okay, donc effectivement, vous allez aller sur Internet et vous allez trouver des arpagophytum, vous avez sauvé ma chienne.
Alors, ça parle beaucoup maintenant, Internet. On trouve plein de choses intéressantes, sauf qu'effectivement, le vétérinaire, lui, ne peut pas valider ça. Il faut qu'il ait, je ne sais pas combien de cas pour dire effectivement que ça marche. Mais en l'occurrence, voilà, il y a des doses curatives, des doses qui soulagent. Et il vous dit, voilà, je voulais vous remercier car vous avez sauvé ma chienne. Merci, merci, merci. Ça, on en trouve plein sur la Pagophytum sur Internet. Mais ça n'a pas de valeur scientifique. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que ça n'a pas de valeur scientifique. Et c'est Titine qui dit ça, et en l'occurrence, c'est une de mes clientes, je la connais. Donc, et je connais le chien, qui effectivement ne se roulait plus sur le dos et a recommencé à se rouler sur le dos après une séance d'ostéopathie quand même, et avec de la Pagophytum derrière. Donc voilà, c'est pour vous donner comment ça fonctionne un peu les plantes. Je vais aller un peu plus vite, mais il y a une autre plante qui a le vent en poupe qui s'appelle la Boswellia. Et pour le coup, là, elle n'est pas à l'Agence européenne du médicament parce que elle vient plutôt des médecines indiennes ou des médecines chinoises. Mais c'est une plante qui a commencé à avoir pas mal de publications scientifiques dessus, qui aurait aussi un effet anti-inflammatoire, un petit peu sur l'immunité. Par contre, il y a une étude, alors elle date de 2004, mais il y a des vétérinaires suisses, et en Suisse, ils utilisent beaucoup la phyto, qui se sont dit, ok, la Boswellia, est-ce que ça fonctionne? Ils ont pris pas beaucoup de chiens. Tout à l'heure, vous avez vu, vous aviez 350 réponses à votre questionnaire. Là, on est à 29. Statistiquement, c'est beaucoup moins significatif. Et ils ont essayé de voir sur des douleurs chroniques, ils ont des atteintes vertébrales, ils ont fait des radios, et ils ont donné, là encore une fois, on a une dose, 400 mg par 10 kg. Encore, je vous invite à aller regarder les dosages. Ça vous permet de faire le tri dans les laboratoires qui commercialisent, qui ont recherché un petit peu scientifiquement ce qui avait été validé ou pas. Et ils ont donné ça une fois par jour pendant 6 semaines. Okay. Souvent en phyto, on donne longtemps. Okay. A priori, il y a eu 71% des chiens qui ont répondu et il y a eu quelques petits signes digestifs sur certains chiens. Donc, et dès la 2e semaine, et ça, on voit souvent ça. Et donc, si on regarde un petit peu dans le détail cette étude, ils ont vu les effets, les améliorations quand le chien bougeait, après un long repos, et quand il y avait un temps froid et humide. Donc, vous voyez, il y avait une amélioration de la Boswellia. Donc, effectivement, moi, je lis une étude, en tant que vétérinaire scientifique, je dis c'est pas suffisant, mais il se trouve que j'ai trouvé une étude semblable chez le cheval aussi, à la même dose. Alors là, on n'était pas à 400 mg pour 10 kg, mais on était par dose de 100 kg de cheval. Donc voilà, c'est plus grosses quantités. Mais ça marchait aussi. Donc voilà, la première approche pour les pathologies, comme ça, par exemple, locomotrices, c'est pour vous donner, voilà, comment on va essayer de penser dans le milieu vétérinaire pour se dire est-ce que ça marche pas, quelle est la dose efficace. Donc voilà, c'est pour donner des premières pistes pour essayer de trouver déjà des produits qui tiennent la route. Un autre domaine où effectivement on peut essayer d'aider les animaux, chiens et chats, c'est les problèmes respiratoires. Et donc, je recherche un petit peu moi ce qui se fait en médecine humaine. Et par exemple, je trouve qu'aux États-Unis, et souvent je regarde ça aussi en pédiatrie, c'est-à-dire chez les enfants. Alors on parle en pédiatrie, chez l'enfant c'est en général, il a plus de 3 ans. En dessous, tout est assez toxique ou pour l'instant pas suffisamment évalué pour qu'on se permette d'utiliser chez les tout petits, jusqu'à 3 ans. En général, la phyto est déconseillée, sauf preuve de manque de toxicité. Mais effectivement, on regarde l'échinacée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ou qui utilisent l'échinacée? Ok. Donc en fait, c'est une plante qui booste l'immunité et qui est très utilisée aux États-Unis là en l'occurrence chez les enfants. C'est une étude qui date de 2007 mais qui est toujours d'actualité. Donc c'est une plante qui a des propriétés de stimulation de l'immunité, qui a été assez étudiée pour évaluer ses effets sur le rhume et qui aurait éventuellement des effets aussi antiviraux, antibactériens, antifongiques. Donc c'est des choses qui sont utilisées pour stimuler l'immunité. Il y a d'autres plantes, comme par exemple la réglisse, qui aurait des effets un petit peu antiviraux, anti-inflammatoires. Par exemple, sur un coryza chronique, je vais sans doute utiliser un peu d'échinacée pour stimuler l'immunité, un peu de réglisse pour avoir un effet anti-inflammatoire et un effet antiviral. L'antiviral, il n'est pas encore tellement prouvé. Ça, c'est des pratiques effectivement traditionnelles. Et le sureau aussi, qui est utilisé pour les problèmes viraux. Alors, c'est sûr que moi, je suis une grande fan des huiles essentielles. Et peut-être pas aussi scientifiquement que je le voudrais, parce que chez le chat, il faut savoir que le métabolisme de tous les médicaments est différent de celui du chien. Donc déjà, on connaît mieux celui du chien. Et pour vous donner un exemple, chez le chat, par exemple, si on donne l'aspirine à un chien, ça va être métabolisé en 8 heures, alors que chez le chien, chez le chat, ça va prendre 48 heures. Donc autant vous dire que sur les huiles essentielles et toutes les huiles essentielles qu'on va utiliser chez le chat, c'est le flou total. On ne sait rien. Okay. Donc le métabolisme du chat, il est particulier. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais je vais quand même utiliser des huiles essentielles comme le Ravinsara et l'arbre à thé. C'est des huiles essentielles qui sont
beaucoup commercialisé dans les pharmacies pour dire quand vous avez un problème viral, vous essayez ça. Effectivement, quand je fais des inhalations avec des produits comme ça, les personnes avec les chats qui ont des coryza me rapportent des effets bénéfiques. Mais j'utilise un petit peu à la fois la phyto et l'aromathérapie. Sur l'aromathérapie, juste un petit focus rapidement pour dire effectivement à nouveau que le chat, il a un métabolisme particulier et que effectivement on peut le tuer facilement avec du paracétamol. Et que pour moi, finalement, les mamans, les femmes qui attendent un enfant, les bébés et les cirrhotiques, c'est-à-dire ceux qui ont un foie qui ne fonctionne plus, c'est un peu le même combat. Les huiles essentielles, il faut faire très, très attention. Okay, en plus, il se toilette, il se lèche, il va saliver le chat si jamais il y a une goutte qui arrive sur sa peau ou quelque chose comme ça. Et puis, alors là, il faut s'y connaître un peu en huile essentielle chez le chat parce qu'il y a des huiles essentielles avec des produits actifs dedans comme les phénols, les cétones, les aldéhydes. Et là, il faut être un peu plus poussé, qui sont vraiment à utiliser avec grande précaution. Par contre, celles qui contiennent des alcools ou éventuellement des oxydes, par exemple un 8 cinéole qu'on retrouve dans le Ravinsara ou dans l'eucalyptus radié, peuvent être utilisées. Mais encore une fois, c'est plus des données empiriques que réellement scientifiques. Okay, donc un dernier domaine où on peut utiliser, et j'utilise beaucoup la phytoaromathérapie, c'est la dermatologie. Pourquoi? Parce que souvent, les gens se cassent un peu le nez avec les traitements classiques, les chiens qui se grattent, les chats qui se grattent. Et effectivement, ce qui est super intéressant, c'est de se pencher sur les huiles végétales. Alors ça a ses limites parce que quand on a un chien qui vient et qui a une pododermatite et que je lui dis vous allez mettre des huiles végétales sous les pattes et il va vous repeindre votre maison, votre moquette ou votre carrelage, c'est pas toujours facile, mais j'ai des clients très motivés. Donc effectivement, il y a plein d'huiles végétales qui vont servir à la dilution des huiles essentielles. Les huiles essentielles ne s'utilisent jamais pures. Alors, parfois en humaine, il y en a qui le font. Sur le chat, je le ferai pas. Et sur le chien, uniquement, par exemple, effectivement, ceux qui viennent d'être piqués par une abeille, et on peut utiliser la lavande aspic pure, par exemple, mais ce serait vraiment un des seuls cas où je le ferai. On utilise des faibles concentrations, par contre, on va les appliquer relativement souvent. Et encore une fois, là-dessus, c'est totalement empirique, parce que chez le chat, peut-être qu'il faut les appliquer moins souvent. Okay, et effectivement, il faut bien les connaître, à part quelques classiques, la lavande aspic dont je vous ai parlé, ou la lavande en général officinale, ou l'arbre à thé qui peuvent être utilisés, qui ont été très très étudiés en médecine humaine et qu'a priori il n'y a pas de toxicité. Okay, là je vous en par exemple un cas clinique, comme ça pour conclure un petit peu. Un vieux chien démodécique, vous voyez, on a l'impression qu'il était passé au Scotch-Brite, il avait vu déjà plein de vétérinaires, il avait eu plein de traitements, antibiotiques, corticoïdes, jusqu'à ce qu'on fasse le diagnostic de démodécie. Et effectivement, la propriétaire était naturopathe, elle voulait plus de traitement chimique. Et donc, elle a fait l'effort de me le montrer 15 jours après. Donc là, c'était quand je l'ai vu en consultation. Et vraiment, il souffrait. Et donc là, j'ai mis que de la phyto et que de l'aroma. Et alors, je l'ai revu que 17 jours après, mais elle m'a dit que l'amélioration avait été assez importante avec un mélange local en aromathérapie et des plantes médicinales. Donc voilà, je suis là aujourd'hui parce que je suis tellement passionnée par la phyto que j'essaie de coordonner un réseau qui va rassembler tous les vétérinaires. Il est en train de se monter. On aura peut-être aussi un site internet, on aura peut-être aussi une page Facebook. Enfin, on essaiera de faire ça. Mais de rassembler, parce que je ne suis pas la seule vétérinaire à travailler en France sur la phytoaromathérapie, qu'on mette toutes nos connaissances en commun et qu'on avance et qu'on progresse sur ces données-là. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première présentation.